Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Sylvain Cortès. Je suis basé en France. Alors, je ne suis pas à Paris, je suis dans le sud-est de France, à Grenoble, pas très loin de la frontière suisse. Et effectivement, comme disait Shafik, j'ai un peu d'expérience sur la partie Active Directory et notamment continuité de services liés à Active Directory. Alors, en termes de parcours, pour faire simple et concis, en fait, moi, alors à la base, j'ai pas fait d'études d'informatique parce qu'à mon époque, je commence à être vieux, à mon époque, il y avait pas tant de cursus que ça, en fait, propre à l'informatique. Donc, moi, j'ai fait des études de biologie cellulaire. Voilà, donc j'ai fait des études de biologie cellulaire et puis, on va dire, à la fin de mon cursus en faculté, c'était quelques années avant 2000, puisque j'ai commencé à travailler en 96-97. Et en fait, il y avait besoin d'informaticiens plus savoir qu'en faire parce qu'il y avait Internet qui arrivait, les réseaux, voilà. Donc, je me suis retrouvé un peu par hasard au départ dans ce monde-là. Et j'ai complètement changé puisque je suis passé de la biologie cellulaire à l'informatique en quelques mois. Et puis, encore une fois, il y avait du boulot à plus savoir qu'en faire. Donc, du coup, j'ai appris tout sur le tas en faisant mes propres tests, mes propres expériences. Alors, c'était un peu plus compliqué que pour vous, parce qu'à l'époque, la virtualisation n'existait pas non plus. Il fallait plusieurs machines pour faire des tests. Mais voilà, donc j'ai travaillé sur ces sujets. Et j'ai, au tout départ de ma carrière, en fait, travaillé plutôt sur la partie groupware, donc sur la partie travail collaboratif. Et notamment, j'ai fait énormément à l'époque de migration de Lotus Notes, qui était l'outil majeur utilisé par la plupart des organisations. Et je faisais des migrations Lotus Notes vers Exchange Server, donc les premières versions d'Exchange on-prem. Et puis en fait, comment je suis arrivé dans le monde des annuaires et de la gestion des identités? Je suis arrivé dans ce monde-là parce qu'en fait, à l'époque, Exchange introduisait un annuaire qui était différent de l'annuaire NT4. Parce que donc à l'époque, encore une fois, Windows 2000 et AD n'existaient pas. Il y avait un annuaire qui était autre chose quand on installait des serveurs Windows. Et cet annuaire n'était pas fait pour avoir tout un tas d'attributs tels qu'on peut les connaître dans Active Directory maintenant. Et en fait, Exchange, quand on l'installait, introduisait un deuxième annuaire qui, lui, était basé sur des technologies dites X500, c'est-à-dire qui commençait à introduire en fait les concepts LDAP qu'on a vus ensuite vers Active Directory. Donc, j'ai commencé en fait le monde des annuaires comme ça. Et puis après, je me suis petit à petit spécialisé là-dedans. Quand Active Directory est arrivé, bien sûr, énormément Active Directory. J'ai fait pour les plus anciens du Novell NetWare et j'ai fait aussi du Netscape Directory, qui était en fait le premier annuaire LDAP pour les entreprises à l'époque. Et je parle de ça il y a plus de 20 ans. Donc j'ai commencé là-dedans. Et ensuite, j'ai travaillé dans deux domaines qui étaient en fait joints à cette partie annuaire. C'est la gestion des identités de façon large, ce qu'on appelle l'IAM en anglais, ou la gestion des identités des accès, donc tous les process autour du provisioning, des provisionnings, modification de compte, gestion des mots de passe, etc. Donc plutôt pour des grosses entreprises. Et je me suis également en parallèle spécialisé sur la sécurité des annuaires. Donc, comment sécuriser les annuaires tant dans le monde Microsoft que dans le monde Unix. Alors, j'ai plus travaillé sur Unix que sur Linux, mais bon, on va dire que les concepts sont assez proches. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. En fait, j'ai travaillé 17 ans en tant qu'indépendant. Donc, j'étais indépendant et je travaillais notamment voilà, pour des grands comptes pour faire ce genre de choses. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré les gens à l'époque Alcide, qui maintenant s'appelle Tenable, puisqu'on a été racheté il y a 2 mois, et qui faisait en fait une solution de sécurisation française pour les annuaires Active Directory. On a discuté et donc je les ai rejoints après 17 ans d'indépendance. J'ai rejoint la société et maintenant je suis ce qu'on appelle security stratégiste, c'est-à-dire que mon travail consiste à en gros expliquer la sécurité des annuaires et notamment AD, comment le sécuriser, comment détecter les attaques, comment assurer la continuité de service.
Donc, je fais partie en fait de l'équipe marketing. Alors, je sais que ça paraît bizarre parce que j'ai un travail très technique, mais je fais partie de l'équipe marketing d'un point de vue organisationnel parce que l'objectif est de fournir du contenu technique en fait pour des webinars, pour des salons. Donc, je fais à peu près tous les salons en Europe pour présenter ce genre de choses et expliquer encore une fois comment on peut sécuriser les annuaires. Alors, quand on parle d'AD et de continuité de service sur AD, c'est un sujet qui est très fort, et notamment en ce moment, tout simplement parce qu'on a des actualités liées aux attaques de ransomware. Donc, évidemment, je ne sais pas si vous le savez, mais les dernières versions de ransomware, les dernières générations de ransomware qu'on peut voir depuis 3-4 ans, en fait, utilisent à un moment de l'attaque Active Directory. Donc, pour faire très très simple, quand vous avez un ransomware qui fait une attaque, c'est toujours un peu séquencé de la même façon. Alors, même si évidemment à l'intérieur le code peut être différent, les outils utilisés peuvent être différents, mais le séquençage de l'attaque est toujours à peu près le même. On a d'abord une première phase qui est l'infection d'un des PC ou d'un des Mac ou un des Linux de l'entreprise. Donc, ce qu'on appelle la primo-infection. Donc, je vais avoir un code qui va s'installer sur une des machines. Alors, il y a plusieurs biais pour faire ça, évidemment. Il y a le phishing, il y a mettre des liens malicieux sur des pages web, il y a les clés USB, il y a les infections de code pour faire des mises à jour. Donc, typiquement, si vous avez suivi l'actualité des derniers mois, l'attaque SolarWinds qui a touché Microsoft et plein d'autres sociétés aux États-Unis, c'est typiquement ça, en fait. C'est un exécutable qui est en fait infecté par un ransomware et qui est diffusé de façon massive. Donc, cette primo-infection va consister à infecter un premier PC avec juste la première partie du code. Et cette première partie de code, en fait, va avoir deux objectifs: désactiver les défenses locales de la machine, donc désactiver les antivirus, les EDR, enfin bref, tout ce qui peut faire en sorte que la machine localement est protégée, et va télécharger une deuxième partie de code. Et c'est à partir de là qu'Active Directory est visé. Parce qu'en fait, ce que se sont rendus compte les attaquants, c'est deux choses. Premièrement, Active Directory est de partout. Donc, en gros, vous regardez toutes les entreprises dans le monde, quasiment, parce que je crois que le taux de couverture est de 97%. Donc, c'est pour les entreprises de plus de 50 PC, la couverture AD est de 97%. Donc, c'est juste gigantesque. Donc, évidemment, à l'avance, l'attaquant sait que vous avez AD. Et la deuxième chose que se sont rendus compte les attaquants, c'est qu'en fait, il y avait tout un tas de mauvaises configurations dans Active Directory qui pouvaient être exploitées sous forme de code pour prendre le contrôle de l'Active Directory. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que Microsoft faisant bien les choses malgré ce qu'on dit, même si vous configurez mal, votre Active Directory va fonctionner. Et c'est à la fois ce qui est bon et mauvais chez Microsoft, c'est que si vous faites next, ça marche. C'est pas bien configuré, mais ça marche. Donc, il y a énormément d'entreprises qui ont installé AD il y a des années, hein, il y a 20 ans ou 15 ans ou 16 ans. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de design AD, on va dire, il y a entre 15 et 20 ans, parce que toutes les entreprises migraient vers Active Directory. Et à l'époque, on n'avait pas de ransomware, on n'avait pas aussi la vision sécurité qu'on a maintenant vis-à-vis de l'annuaire. Donc, on a laissé traîner des configurations mauvaises dans Active Directory qui sont autant de moyens de contourner, on va dire, la sécurité Active Directory. Alors, pour donner quelques exemples, quand vous faites une migration, par exemple, entre deux annuaires Active Directory, vous migrez des objets d'un premier annuaire vers un deuxième, on utilise, pour que ça continue de fonctionner pendant la migration, une technique qui consiste à injecter le SID, c'est un numéro unique d'un utilisateur, dans un attribut qui s'appelle le SID History. Mais si vous gardez ces trucs-là après la migration, si vous ne nettoyez pas vos annuaires après la migration, ça peut être utilisé en fait pour contourner la sécurité Active Directory. Pareil, quand vous faites de l'intégration Unix dans Active Directory, donc si vous avez des systèmes Unix, Linux, il faut savoir qu'en fait, pareil, j'ai fait beaucoup de projets qui consistaient à intégrer des systèmes Unix et Linux dans Active Directory. Il y a une configuration spécifique qui permet d'utiliser des attributs qui sont présents dans l'annuaire AD et qui permettent à des users de se connecter sur des systèmes Unix, mais avec des identifiants et des mots de passe Active Directory. Et quand c'est mal configuré, pareil, ça peut être exploité pour contourner, on va dire, les sécurités que vous pourriez mettre autour d'Active Directory.
Un dernier exemple pour illustrer la chose, tout ce qui concerne en fait la configuration du protocole Kerberos. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais dans Active Directory, en gros, il y a 2 protocoles majeurs qui sont utilisés. LDAP pour tout ce qui est autorisation et Kerberos pour tout ce qui est authentification. Alors, il n'y a pas que Kerberos, mais on va dire que normalement, vous devriez utiliser que Kerberos. Et en fonction de comment vous configurez en fait des attributs et comment vous configurez le protocole Kerberos et de comment vous configurez ce qu'on appelle la délégation Kerberos au niveau de certains objets, pareil, il y a des attaques connues qui permettent d'utiliser ces trucs-là et de prendre le contrôle en faisant simple d'Active Directory. Et c'est ce qu'on appelle en fait un chemin d'attaque. Donc en fait, un chemin d'attaque, c'est un ensemble de mauvaises configurations que le ransomware va utiliser pour prendre le contrôle d'elle. Et évidemment, à la fin de l'exercice, quand le ransomware a pris le contrôle d'AD, en fait, il a les clés du camion, parce qu'il peut à ce moment-là faire tout ce qu'il veut, puisque l'Active Directory, généralement, contrôle l'accès au serveur de fichiers, contrôle l'accès à certaines applications, aux bases de données SQL, au backup, et voire même, en fait, gère parfois et très souvent, en fait, l'accès aux applications cloud. Alors, on a l'impression que ce sont 2 choses séparées, mais très souvent, en fait, il y a un lien entre l'annuaire local, utilisé on-prem, AD, et l'authentification au niveau des applications cloud. Ce sera un peu long à expliquer, mais globalement, il y a souvent un lien entre les 2. Donc, en prenant le contrôle d'AD, évidemment, le ransomware est capable de chiffrer à peu près toutes les données dans l'entreprise et de prendre le contrôle de l'entreprise. Et donc, cet état de fait a été compris par les attaquants il y a environ 4-5 ans. Et on a vu depuis 4-5 ans une augmentation exponentielle des attaques, une augmentation exponentielle de l'usage des ransomware et une explosion de l'usage d'AD par les ransomware pour prendre le contrôle de l'ensemble des machines du réseau. Alors, comment on peut ensuite, on va dire, se prémunir de ce genre de choses ? J'ai souvent l'habitude de dire qu'en fait, il y a 4 piliers fondamentaux pour assurer la continuité de service et assurer la sécurité d'Active Directory. Le premier, qui est à mon avis le plus important des 4, c'est tout l'aspect préventif. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'auditer son Active Directory. La difficulté, c'est qu'idéalement, il faut le faire en temps réel. Pour connaître en fait quelles sont les mauvaises configurations qu'on a dans l'Active Directory et les corriger. Alors évidemment, on ne peut pas tout corriger parce que parfois il y a des raisons de production qui font qu'on a configuré de telle façon tel ou tel objet dans AD. Mais l'idée est d'essayer au moins de corriger les choses majeures pour éviter qu'un ransomware en fait très rapidement puisse prendre le contrôle d'AD. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous avez un ransomware qui trouve un chemin d'attaque, ça met entre 3 et 4 heures, en fait, entre le moment où il trouve le chemin et le moment où les données sont encryptées, donc sont chiffrées, pardon. Donc évidemment, vous comprenez bien que c'est pour ça que je vous dis, idéalement, il faut le faire en temps réel, parce qu'une mauvaise configuration peut apparaître. Vous déployez une application, vous lisez la doc de l'éditeur et vous faites une mauvaise délégation Kerberos, immédiatement, le ransomware, il le voit, il va utiliser ce chemin. Donc, les audits, on va dire, réguliers, c'est très bien, il faut en faire, mais ce ne sont pas des outils de sécurité pour assurer la continuité de service. Il faut essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus réactif que simplement un audit qu'on fait de temps en temps. Donc, premier pilier, la prévention, comprendre toutes ces failles, comprendre comment les corriger et évidemment les corriger. Deuxième pilier, ça va être évidemment la détection d'attaque. Donc, avoir des moyens qui vous permettent de voir s'il y a une attaque sur Active Directory. Donc, quand on parle d'attaque, ça peut être, on va dire, un début d'attaque, un milieu d'attaque ou une fin d'attaque. Alors, pour être honnête, si vous détectez une fin d'attaque, c'est déjà trop tard, en fait. Si vous détectez des techniques qui nécessitent typiquement d'être domaine admin, en fait, ça y est, c'est déjà fini depuis longtemps, puisque du moment que le ransomware est domaine admin, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il y a tout un tas de signaux faibles au départ de l'attaque qui vont viser AD et qui permettent de voir qu'il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre. Et les trucs les plus simples, ça va être par exemple le password spraying ou le password guessing. Alors, password guessing, son nom, on va dire, usuel, c'est le brute force, mais la définition mitre, c'est password guessing.
Donc, le password guessing, vous allez tenter en fait de jouer un dictionnaire de mots de passe sur X user, sur un seul user, pardon. Et le password spreading, c'est l'inverse. Vous avez un dictionnaire de 2-3 mots de passe que vous voulez tester en fait sur tous les utilisateurs. Et la difficulté, typiquement, de repérer ça, autant le password guessing, c'est assez simple, le brute force, c'est assez simple de le repérer, autant le password spreading, c'est plus compliqué parce que le password spreading va s'adapter en fait à la politique de lockout que vous avez définie au niveau des comptes. Donc, si par exemple vous avez dit les comptes doivent se désactiver au bout de 3 tentatives infructueuses de mots de passe sur une durée de 5 minutes, bah, le password spreading va étendre son champ et va tenter un nouveau mot de passe toutes les 6 minutes, par exemple. Et ça peut durer des mois comme ça, jusqu'à trouver un compte avec un mot de passe qui correspond. Donc, évidemment, détection d'attaque, c'est important. Ensuite, vous avez un troisième pilier qui est fondamental si jamais vous avez subi une attaque ou si jamais vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé pendant des mouvements malicieux, c'est toute la partie investigation. Donc, avoir des éléments qui vous permettent, donc quand je dis éléments, ça peut être des outils, des méthodes et des hommes qui vous permettent de comprendre ce qui s'est passé pendant une attaque ou ce qui s'est passé pendant une tentative d'attaque, notamment pour voir si on a créé des backdoors dans Active Directory. Donc, une backdoor, pour rappel, c'est un moyen pour un attaquant de revenir plus tard. Okay, il fait quelque chose qui lui permettra de revenir plus tard et de recommencer une attaque ou de continuer une attaque. Et il se trouve que l'investigation, c'est un truc qui est hyper complexe dans la vie, mais vraiment très, très complexe. Parce qu'en fait, il y a plein de moyens de cacher ses actions. Typiquement, un attaquant va créer une tâche planifiée. Donc, il va créer une tâche planifiée. Imaginons que vous ayez une entreprise avec 5000 PC. Il va créer la même tâche planifiée sur 2 PC pour être sûr qu'il y ait une redondance. Mais c'est compliqué d'auditer 5000 PC pour vérifier le scheduling task et voir ce qui a pu être fait. Donc, cette tâche, dans 2 mois ou dans 3 mois, va en fait modifier un attribut d'un compte dans AD. Donc là, si vous n'avez pas en fait la connaissance de ce que c'est que le backdooring dans AD, c'est extrêmement compliqué de repérer ça. Alors, il y a des outils qui vous aident, mais voilà, c'est une tâche qui demande un peu d'expérience sur le sujet. Et puis, le dernier élément, évidemment, mais ça, j'imagine que vous en êtes déjà convaincu, c'est d'avoir des sauvegardes qui soient correctes et efficaces. Parce qu'en cas de compromission générale, le seul truc qui va vous permettre de entre guillemets, revenir en arrière, c'est-à-dire de retrouver votre production, c'est d'avoir des backups efficaces. Donc là, par contre, il y a un point qui est extrêmement important. Il faut absolument que les systèmes de backup qui backup la base de données Active Directory ne soient pas eux-mêmes gérés par Active Directory. Et ça, c'est une faute assez récurrente qu'on voit. Parce qu'en fait, si vos systèmes de backup sont intégrés dans AD, donc font partie du domaine Active Directory, ou utilisent des comptes, on va dire, enfin, pour se loguer sur ces systèmes, on utilise des comptes qui viennent de l'annuaire Active Directory. En fait, si le malware prend le contrôle de l'Active Directory, il prendra aussi le contrôle des systèmes de sauvegarde. Et très souvent, d'ailleurs, on voit dans les malwares, dans la phase finale du malware, juste avant le chiffrement, en fait, une destruction des backups. Et attention, il y a tout un tas de systèmes de backup qui sont permissifs à ce genre d'action de la part des ransomware. Il y a évidemment les trucs intégrés dans Windows, mais pas que. Il y a un truc qui est très utilisé en France, je ne sais pas si c'est le cas à Lyon, mais qui est Vim, qui est un très très bon produit, mais qui a quelques failles de sécu en fait, qui sont exploitées par les malwares et qui leur permet en fait de supprimer les backups. Pareil, on peut faire des backups dans Azure, donc utiliser un système de stockage dans Azure pour créer vos backups et les stocker. Mais il ne faut pas que ce soit un compte AD qui permette d'accéder ou pas un compte AD répliqué via, par exemple, AD Connect dans Azure AD qui permettent de se connecter au backup. Parce que si c'est le cas, eh ben, effectivement, le ransomware sera en capacité aussi de supprimer les backups. Bon, c'est bon, on t'entend bien. Je reviens. Allô? Ouais. On t'entend très bien, Sylvain. Désolé, je mets un petit micro. J'espère que vous m'entendez bien à nouveau. On t'entend bien. Donc, cette partie backup, sauvegarde, c'est évidemment le dernier rempart.
et c'est évidemment extrêmement important d'avoir quelque chose de robuste sur ce sujet, comme vous pouvez l'imaginer. L'élément important, je dirais au final, c'est d'avoir... je vois que je n'ai pas le micro. Voilà, ça devrait être mieux. Désolé, j'ai eu un petit souci de... On t'entendait, hein, en tout cas. Hein. Ouais. Donc, ce qui est important au final, c'est d'avoir une approche assez cohérente du sujet. C'est-à-dire être en capacité notamment de prioriser ses tâches. Parce que, alors, ça dépend évidemment du contexte, de la taille de l'entreprise, on va dire, du niveau de complexité, de l'existant, de ses contraintes de production, etc. Mais il est évident que quand on met une approche de sécurisation de l'annuaire, AD par exemple, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, parce que c'est des choses qui sont extrêmement longues à corriger, extrêmement longues à déployer. C'est des plans qui peuvent durer plusieurs années des fois. Et il est extrêmement important à ce moment-là d'être en capacité de prioriser en fait les actions qu'on va réaliser. Le problème, c'est que malheureusement, ça demande en fait des compétences sur ce sujet. Et en fait, ce sont des compétences qui commencent à se faire rares. Alors ça paraît bizarre parce que AD est là depuis une vingtaine d'années, on va dire, sur le marché. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de la production AD, qui connaissent très bien Active Directory, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment créer des comptes, même des choses bien plus complexes que ça, comment le manipuler en PowerShell, tout ce que vous voulez, donc faire de la production de l'administration AD. En fait, il y a assez peu de monde sur le marché qui allie sécurité plus Active Directory. Et c'est un gros problème en fait pour tout le monde parce que quand on veut mettre en place ces plans de sécurisation d'Active Directory, parce qu'on sait qu'en fait, si on ne le fait pas et qu'on chope un ransomware, on court à la catastrophe, mais en fait, trouver les compétences sur le marché, c'est super difficile, super difficile. Néanmoins, on peut se faire aider évidemment, mais même chez les prestataires de services, c'est pas si simple que ça parce que eux-mêmes ont la même difficulté que les clients finaux à trouver des compétences sur le marché. Il y a des solutions logicielles qui peuvent aussi vous aider, vous accompagner. Alors moi, je bosse chez un éditeur en fait qui fait ça, qui fait notamment une solution de sécurisation pour Active Directory. Il n'y a pas que chez Tenable. La solution s'appelle tenable.id pour information, mais il y a d'autres outils sur le marché. Vous avez des outils gratuits qui existent aussi. Typiquement, vous avez en français Pincastle, alors ça fait pas tout, mais ça vous donne au moins une vision des mauvaises configurations que vous pouvez avoir dans votre AD. Si vous avez aussi tout un tas d'outils disponibles sur GitHub pour faire un audit, on va dire, de la sécurité Active Directory. Alors, ces outils-là ne vont pas vous aider à faire la rémédiation, mais vont déjà vous indiquer tous les problèmes qu'il y a, enfin, une partie des problèmes qu'il y a, et ça vous donnera une idée de la tâche qui vous attend et de la charge de travail. Et évidemment, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement important si on veut avoir un ensemble cohérent, de se faire vraiment un plan avec un début de sécurisation, un milieu et une fin, en sachant qu'évidemment, comme AD est un système vivant de cette façon, puisqu'on fait des modifications dans AD quasiment quotidiennement, en tout cas chez un grand compte, il faut avoir ce type de contrôle de façon continue et ensuite faire des assessments en temps réel et puis monter dans la maturité liée à la sécurisation Active Directory. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet ou sur un autre. Oui, effectivement. N'hésitez pas si vous avez effectivement des questions. Fabrice ? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Quand vous parliez des failles côté VIM, te présenter comme. Alors, j'ai invité aussi quelques. Fabrice, c'est un professionnel avec qui je travaille beaucoup. Et donc, j'ai invité aussi à participer, comme il est à fond aussi sur l'AD. Pas de problème. Vas-y, Fabrice. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Étant Salé Fabrice, responsable système réseau sécurité au sein d'une HLM classique comme il y en a en métropole.
Voilà. Ma question, c'était concernant les failles, parce que je connais Alcide, je voulais bosser un moment, mais comme vous étiez partenariat avec Orange, le temps d'avoir un devis, ça avait tardé et j'ai dû aller vers Azure ATP. La question que je me posais, c'était où est-ce que je peux trouver les failles dont tu as évoqué le sujet sur le logiciel Vim, parce que c'est un logiciel qui est très utilisé aussi à La Réunion, pas qu'à La Réunion, mais en Europe. Et c'était de Partout. voir quelles sont les failles pour que je puisse faire les remédiations. Où est-ce que je peux Alors, trouver ça? j'ai pas de lien en fait D'accord. qui décrit ça. Néanmoins, j'avais une vidéo de démonstration d'un truc que j'avais fait en fait pendant un événement. Je me le note et je reviendrai vers Shafiq. Il faut juste que je retrouve le lien. J'avais fait une démonstration en fait de hack AD de A à Z pour faire ça, et notamment en fait sur la partie backup en utilisant le hack de Vim. Donc je me note ça et je reviens vers Shafiq. Ben, merci beaucoup. De rien. Alors, juste pour info, par rapport à ce que tu disais, Fabrice, attention, juste pour info, hein, Azure ATP fait de la détection d'attaque. Oui, alors oui, je sais, mais c'est deux choses différentes. Ouais, alors oui, effectivement, et je suis d'accord, mais quand j'avais demandé à Orange, puisque Michel Van der Berg était venu pour une fois à La Réunion, quand j'ai demandé à un de ses commerciaux, bah, j'ai jamais eu de réponse, j'ai relancé, et au bout d'un moment, il fallait que le train avance, quoi. Et bon, Alcide, malheureusement, étant une boîte française, a été rachetée par Tenable, même si la boîte Tenable a été créée par un Français. Bah, c'est dommage que ça a été vendu, parce que c'est une super boîte, créée par deux anciens d'Annecy, voilà, mais on fait comme on peut. On se trouve, on utilise Ping Castle, fait de la remédiation, on lit le Active Directory Cookbook pour comprendre, parce que c'est un très bon. Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué de trouver maintenant des gens qui connaissent l'Active Directory. Et c'est un bon bouquin, le Active Directory Cookbook. Tout à fait. Tout à fait. Que je conseille, quoi, parce que ça permet de bien comprendre même la partie Kerberos, la délégation qui est non contrainte, qu'il faut mettre en contrainte, et voilà. Je partage le même sentiment. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a une question là sur la continuité d'activité avec Azure, c'est-à-dire le fait, donc est-ce que c'est une bonne manière de faire, le fait d'héberger un AD sur Azure, un contrôleur de domaine sur Azure pour assurer cette continuité d'activité? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse à la question. Déjà, juste pour clarifier le truc, j'espère que vous le savez, mais je préfère quand même le dire en introduction, Active Directory, donc ce qu'on appelle ADDS, le service Active Directory, ce n'est pas du tout la même chose que Azure Active Directory. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que Azure Active Directory, c'est Active Directory qui tourne dans Azure. Pas du tout. Azure Active Directory est un cloud services, pour un directory cloud services, donc c'est un annuaire, mais ce n'est pas du tout le même type d'annuaire qu'un Active Directory, c'est pas fait pour la même chose. Premier point. Deuxième point, il existe un service qui est proposé par Microsoft sous forme de managed service qui s'appelle Azure Active Directory Domain Services. Ça, c'est un Active Directory qui tourne dans Azure, mais sous forme d'un service managé par Microsoft. Ce qui veut dire que vous avez un vrai Active Directory, mais on va dire le haut niveau de l'AD, enfin tout ce qui est domaine admin, pour faire simple, est géré par Microsoft. Et le client peut créer des GPO, des users, des machins, mais ne peut pas tout faire. Après, il y a une autre encore solution, c'est effectivement d'héberger ces VM dans Azure. Donc, vous avez des VM au sens IaaS du terme, des machines virtuelles, et vous installez un service ADDS sur l'une de ces VM. Alors, ça ne va rien changer en termes de que votre VM elle tourne on-prem ou qu'elle tourne dans Azure. S'il y a des vulnérabilités en termes de choses non patchées ou des vulnérabilités au sens configuration dans l'Active Directory, ça ne va rien changer. Néanmoins, il y a une tactique qui consiste à se baser sur la réplication et à ouvrir ou non les flux de réplication pour avoir une espèce de backup offline de la base de données Active Directory. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que généralement, quand vous avez un domaine, en fait, vous avez
vous avez ce qu'on appelle des domaines contrôleurs. Donc, un domaine contrôleur, c'est un serveur Windows qui héberge la base de données Active Directory. Et quand on fait une modif sur l'un de ces domaines contrôleurs, cette modif est répliquée sur le deuxième, par exemple, si vous en avez deux. Donc maintenant, imaginons que vous ayez deux domaines contrôleurs on-prem. Donc quand vous modifiez un user, hop, c'est répliqué sur le deuxième. Mais maintenant, imaginons que vous en ayez un troisième, que lui, vous hébergez dans Azure. Donc là, pareil, même système, quand vous faites une modif sur votre AD on-prem, la modif va se retrouver répliquée sur le domaine contrôleur dans Azure. Néanmoins, là, on rentre dans une réplication dite intersite, c'est-à-dire une réplication qui est faite entre deux sites géographiques différents. Et là, on peut jouer sur des temporisations sur la synchronisation. Pour faire très simple, on peut dire la modif qui est faite on-prem n'est synchronisée que toutes les 4 heures, par exemple, ou toutes les 10 heures vers le truc qui est dans Azure. Et puis en plus, on peut aussi jouer sur les ouvertures de ports du firewall, parce que vous pouvez mettre un firewall en fait entre ce qu'il y a on-prem et ce qu'il y a dans Azure. Et vous pouvez ouvrir ou non les ports de réplication à certains moments. Donc il y a une tactique qui consiste à dire, je fais un décalage de 24 heures entre les informations qui sont en fait on-prem et les informations de la base de données qui sont en fait hébergées dans mon troisième domaine contrôleur qui est dans Azure. Ce qui permet de se dire, si jamais je suis chiffré localement, potentiellement, j'ai encore une espèce de backup, ce qui n'est pas un backup, mais qui est une réplication en fait de la base de données Active Directory qui est on-prem dans Azure, et donc permettre de rapidement pouvoir réactiver ça. C'est une des tactiques possibles. Je connais aussi des clients qui font ça on-prem, donc ils font tout un système de VLAN, de machin, et qui adoptent cette tactique on-prem avec des scripts même qui automatisent en fait le shutdown de ce domaine contrôleur pour être sûr et certain qu'il ne soit pas chiffré au moment d'une attaque. Donc ça peut être une piste, effectivement. C'est un peu de bricolage et ça demande un peu de technique et de bien comprendre tous ces concepts, mais c'est une des pistes qui peut être utilisée, tout à fait. Ok, merci beaucoup. En plus, c'est bien parce que tu as répondu à ma deuxième question à la suite, c'est-à-dire le fait que comment on fait justement, que ce soit en local ou avec une architecture telle qu'elle, avec Azure ou autre, pour faire en sorte que tous nos contrôleurs ne soient pas compromis en cas d'attaque ransomware. Comment on peut faire pour avoir justement un peu plus de temps et éviter que tous les contrôleurs soient compromis en même temps à cause de soit la réplication, soit… Moi, je conseille deux choses. Je conseille éventuellement de faire ça, ce que je viens de décrire. Et après, ce que je faisais à une époque, avant même en fait, qu'il y ait des histoires de ransomware et compagnie, c'est que, en fait, un process tous les mois qui consiste à démarrer un domaine contrôleur, faire la réplication et l'arrêter. Comme ça, alors, vous allez me dire, ouais, mais le truc date d'un mois. Ouais, mais un truc qui date d'un mois, c'est mieux que rien du tout. Il vaut mieux avoir puis un annuaire, même s'il vous manquera des comptes ou des groupes, etc. Il faudra les refaire, mais vous avez juste un mois d'antériorité, c'est pas très très grave. C'est pas comme une application avec des bases de données et compagnie. Donc il y a une tactique qui consiste effectivement à démarrer un domaine contrôleur, vous faites votre synchro, vous l'arrêtez, et un mois après, vous le redémarrez et vous refaites la synchro. En sachant que par défaut, si je dis pas de bêtises, il faut au moins démarrer le domaine contrôleur tous les 6 mois. Ça doit être ça. Là, je crois que c'est 180 jours la valeur par défaut pour s'assurer, pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas que le domaine contrôleur soit toujours reconnu, si vous voulez, et qu'il soit toujours reconnu entre eux. Voilà. Mais c'est une des tactiques disponibles effectivement pour assurer d'avoir un backup offline. De toute façon, les backups, que ce soit AD ou autre chose, il faut toujours avoir une version offline de son backup, dans tous les cas. Et si possible, en dehors du site de production. Le tombstone sur 2000, je crois que c'est pas 60 jours. Alors, c'est différent du tombstone. En fait, le tombstone, c'est encore autre chose. Le tombstone, c'est une espèce de cache des objets supprimés. Là, en fait, je parlais alors je ne sais plus si c'est 180 ou 90. 180, a priori.
Il me semble que c'est 180. En fait, il y a une relation de confiance qui est faite entre les décès, et si les décès se parlent pas entre eux, en gros, au-delà de 180 jours, cette relation de confiance n'existe plus. En gros, l'idée, c'est à peu près ça. Ce qui est un peu différent du tombstone qui, lui, garde en mémoire, on va dire, en cache les objets supprimés pendant 60 jours, me semble-t-il, par défaut. D'accord, ouais. Ouais, ça peut aller jusqu'à 180 jours. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les étudiants? N'hésitez pas, hein, ceux qui ont des LAD, reste 2-3 minutes là. David, Olivier, ouais, vous savez qu'Olivier allait activer son micro. Du coup, il y a une question par rapport au fait de comment tu surveilles au niveau de ton AD les activités suspectes. Alors, par exemple, moi, ce que j'ai mis en place, du coup, c'est avec un Greylog, par exemple, je récupère les événements qui se déroulent sur mes serveurs AD. Et après, j'émets des alertes en fonction, par exemple, s'il y a plusieurs tentatives de mot de passe, par exemple, qui échouent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres processus qui permettent de surveiller l'activité sur les serveurs, du coup? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est un sujet qui est difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui tentent de monitorer, on va dire, les activités malicieuses via notamment des systèmes de SIEM. Donc, vous voyez ce que c'est un SIEM, hein, ça collecte tous les events, que ça vienne d'un firewall, d'un Windows, d'un domaine controller, peu importe. Et puis ensuite, vous créez ce qu'on appelle des règles de corrélation dans SIEM pour dire, ah bah tiens, si il se passe ça, si j'ai tel event à tel moment et compagnie, ou en une fréquence donnée, j'émets une alerte. Évidemment, il faut un SIEM. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Un SIEM est utile dans une entreprise. Mais l'objectif d'un SIEM ce sera compliqué pour un SIEM de vérifier effectivement 100%, on va dire. Alors, 100% n'existe pas, mais on va dire la majorité des attaques, parce que ça nécessite en fait de mettre à jour ces fameuses règles de corrélation sans arrêt. Néanmoins, si on veut un truc entre guillemets à pas cher, le truc qui va bien, c'est évidemment d'activer les options d'audit au niveau des domaines contrôleurs. Il y a des options avancées d'audit qui permettent de remonter plus d'événements. Moi, je conseille au niveau des domaines contrôleurs d'installer un outil de Microsoft qui s'appelle Sysmon. En fait, Sysmon, c'est un binaire qu'on rajoute au niveau des domaines, enfin, des systèmes Windows, dans ce cas-là, des domaines contrôleurs, qui va se charger en mémoire au démarrage de la machine et qui va étendre les capacités d'audit de Windows. En gros, avec Sysmon, vous allez voir plus de choses que simplement avec l'audit Windows de base. Et vous pouvez configurer ce qu'on appelle de l'event forwarding, c'est-à-dire au niveau de Windows, vous pouvez dire tous les events qui arrivent dans mes journaux d'événements, dont ceux de Sysmon, je les envoie vers une seule machine dont l'objectif sera de récupérer tous les events de tous les domaines contrôleurs. Et ensuite, effectivement, vous pouvez créer vos règles pour avoir des choses qui apparaissent. Le seul problème de ça, alors si vous faites ça, c'est déjà très très bien. Bien sûr, hein, on est bien d'accord, hein, c'est même génial. Il faudrait que tout le monde fasse ça. Le seul problème, c'est qu'il y a certaines attaques qui ne sont pas visibles dans les logs. Typiquement, il y a une attaque qui s'appelle TC Shadow, par exemple, qui crée en fait un domaine contrôleur fake au niveau de la réplication pour répliquer en fait la base de données et acquérir la base de données ou faire des modifs dans la base de données Active Directory. Et en fait, là, on ne peut voir ça que quand on surveille les objets dans l'annuaire. Et c'est pas des objets qui apparaissent et qui viennent, et c'est pas quelque chose que vous verrez facilement dans les logs. Voilà. Donc, l'approche log, concentration des logs sur une machine, puis ensuite règles de corrélation pour avoir des alertes, c'est super. Moi, je vous conseille de rajouter Sysmon en plus sur le domaine contrôleur parce que ça étend encore le champ d'investigation au niveau des événements, notamment pour tout ce qui est manipulation de tickets Kerberos. Et en gardant en tête que c'est nécessaire mais non suffisant parce que certains mouvements, certaines attaques visent directement la base de données Active Directory et ne sont pas visibles dans les logs. Voilà. Mais c'est une très bonne approche dans tous les cas. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une question à poser à Sylvain, les garçons? Sinon, on va arrêter la session là.
Je sais qu'il doit être très très pris. Pas d'autres questions? Aloïs, j'ai pas beaucoup entendu. David? Non? Ceux qui ont de l'AD, qui administrent. Ok. Bah, merci beaucoup, Sylvain. Bah, de rien, pas de problème. Si jamais vous avez besoin de continuer la discussion, n'hésitez pas à me connecter sur LinkedIn. Si vous avez des questions, voilà, il n'y a pas de souci. Je vais partager ton profil tout de suite pour qu'effectivement il puisse te rajouter. Et un grand merci. À bientôt. Ah oui, ici, tu peux en parler, ça peut être intéressant. Moi, j'en ai déjà parlé un peu, mais j'aurais dit de noter la date. Les Identity Days, Ah oui, tout à fait. Alors, Euh, effectivement, en fait, je suis président d'une association en France qui s'appelle l'Acadime et qui est la communauté Active Directory et Identity Management. Et on organise tous les ans un événement en France qui s'appelle les Identity Days. Et en fait, c'est des conférences sur une journée. Et c'est dédié à la gestion des identités et des accès. Et il y a une partie cybersec, mais autour des identités. Donc, c'est identité, au sens classique du terme, plus certains éléments de cybersécurité autour des identités digitales, notamment Active Directory, mais pas que. Il y a aussi de l'open source, il y a de l'open LDAP, voilà, il y a tout un tas de choses. Et c'est assez unique parce que c'est le seul événement français qui est dédié à ce genre de choses. Et pareil, bah, vous avez sur LinkedIn, vous pouvez vous abonner au compte Identity Days pour savoir quand ça se passe, comment ça se passe, etc. Et c'est vraiment un événement de très très grande qualité. Donc si vous pouvez y assister, c'est génial. je confirme, très très riche et très varié. Donc, donc c'est le 28, je crois. C'est ça, c'est le 28 octobre. 28 octobre 2021. Tout à fait. Ok, ben, un grand merci Sylvain, à nouveau.